Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit comparatif entre deux Osoraku-zukuri, donc un traditionnel qui vient du Japon qui a été forgé dans le pays et un Osoraku-zukuri que j'ai forgé. Voilà. Donc on va voir la différence entre les deux. Allez, c'est parti. Donc d'après mes sources, l'Osoraku-zukuri, donc je vais vous raconter ce que c'est exactement. Donc d'après ce livre-là, voilà. Donc ceux qui collectionnent les sabres en général, ils achètent ce livre-là. C'est un livre qui est en anglais, qui explique vraiment très bien toutes les formes de sabres différentes, les lignes de trempe, vraiment bien en détail tout ça. Donc d'après ce livre, voilà, j'ai fait un petit résumé sur une feuille, donc je vais vous le dire. Donc l'Osoraku-zukuri, ça a été forgé, le premier a été forgé par Shimada Sukemune, donc qui était forgeron, dans les années 1400 à peu près. Donc lui, il aurait fait le premier Osoraku-zukuri et il l'aurait fait pour un daimyo qui s'appelait Katagiri Katsumoto. Voilà. Et sur la lame, il aurait gravé l'origana Osoraku, qui veut dire peut-être sur la lame. Voilà. Donc la particularité, c'est que le kisaki donc, fait plus de la moitié de la lame. Donc le kisaki, qu'est-ce que c'est? C'est un style de polissage qui est normalement fait que sur la pointe de la lame. Sur les katanas, en général, c'est grand comme ça, à peu près, maximum. Donc après, il y a différents types de kisaki. Il y a les o-kisaki, les shu-kisaki, donc plus ou moins longs en fait. Donc sur cette lame-là, on va dire que le kisaki fait les 3/4 de la lame. Vous allez le voir après. Donc la plupart de ces lames sont produites à la période Shinto et deviennent vraiment populaires durant la période Shin-Shinto. Donc je vais vous présenter l'Osoraku-zukuri. Donc celui que j'ai forgé, vous l'avez vu dans une précédente vidéo, donc c'était celui-là. Donc je vais vous faire des gros plans pour vous remontrer un peu la bête, cette magnifique lame. Donc moi je l'avais forgé en U10A, donc c'est un acier carbone assez pur qui se rapproche le plus possible de l'acier japonais, on va dire, même s'il en est quand même encore très très loin. Voilà, et donc le fameux Osoraku-zukuri qui vient directement du Japon. Celui-là je l'ai acheté à un antiquaire du Japon, donc il me l'a livré directement du Japon. Donc c'est une pièce vraiment incroyable parce qu'en fait il faut savoir que cette pièce-là d'origine est quand même assez rare à trouver dans ces conditions-là. C'est pas une forme de lame qui est très vendue, qui était très fabriquée à l'époque, donc c'est vrai que pour en retrouver maintenant c'est assez compliqué. Donc avant de vous montrer la lame, tout ça, je vais vous décrire un peu plus en détail l'aspect de la lame, son histoire. Donc celui-là c'est un Osoraku-zukuri Gendaito qui a été fait par Kiyotoshi en octobre 1995, donc c'est assez récent. Donc là il est en Shirazaya. Donc le Shirazaya c'est quoi? C'est l'étui en bois comme ça. En fait c'est un étui qui est vraiment fait pour le transport. C'est pas la monture de combat avec l'Atsuba et puis tout ce qu'il faut avec. Là c'est vraiment un étui qui est fait pour le transport, pour le stockage. Voilà. Donc c'est un Shirazaya Tanto, parce que la lame fait maximum jusqu'à 30 cm. Voilà. Donc cette forme est très rare. Donc le forgeron Kiyotoshi, il est actif dans la préfecture de Nagano, dans l'ère Heisei. Le habaki qu'il y a sur cette lame-là est en argent pur. Dans la description, c'était marqué que c'était une très bonne lame. Voilà. Donc la longueur de la lame là est de 24 cm. La courbe, donc le sori, est de 2 mm, donc très peu, quasiment droit. La longueur totale est de 405 mm, moto-haba de 26,1 mm, saki-haba 20,9 mm, moto-kasane 6,1 mm, saki-kasane 4,3 mm. Le poids de la lame, elle fait 213 grammes. Et le poids total, donc 367 grammes. Donc ça reste quand même assez léger. Voilà. Donc cette lame a été enregistrée au Japon. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commande une lame comme ça, en fait, ils sont obligés de l'enregistrer au Japon quand elle sort du pays. Voilà. Donc j'ai le certificat, voilà, qui prouve qu'elle a bien été enregistrée. Voilà. Donc dessus, on retrouve le nom du forgeron, la taille de la lame, toutes les spécificités qui peuvent être gravées sur la partie du manche, vraiment sur la lame.
Voilà, donc je vais vous montrer la lame plus en détail. Donc en général, quand on prend un sabre japonais comme ça, il faut faire vraiment très attention de ne pas mettre des traces de doigts dessus. Donc c'est pourquoi là je vais mettre des gants blancs en coton. Tac. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait une trace de doigt dessus, la trace de doigt, si on a la transpiration un peu acide sur les doigts, ça marque très vite la lame, parce que là c'est vraiment des polissages qui sont très fins. Et après ça part plus, donc on est obligé de repolir la lame. Et vous allez voir qu'il y a quelques petits points de rouille. Donc je suspecte quelqu'un d'avoir mis déjà ses doigts dessus, mais vous allez voir ça plus en détail. Donc voilà, là c'est vraiment l'étui de transport. Voilà, donc là j'ouvre comme ça. Tac. Donc là on peut voir quoi? Bah, la lame entièrement, voilà. Alors j'espère que ça va faire la mise au point. Allez. Ça y est, il y a tout qui bug, voilà. Donc une fois que la mise au point est bien faite, normalement on voit un peu mieux la lame. Donc je vous ferai un gros plan, hein, bien sûr. Voilà. Donc par rapport à ma lame que moi j'ai forgée, voilà la différence. Voilà, je la mets à peu près au niveau du habaki. Voilà. Donc on peut voir que la mienne, lame est légèrement plus grande, de pas beaucoup. Et elle est un petit peu plus large quand même. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc cette lame, elle est en bonne condition. Il y a juste un petit point de rouille ici, à ce niveau-là, et de l'autre côté aussi. Donc je vous ferai un gros plan, vous verrez un peu mieux. Et donc on peut démonter la partie du manche. En fait, il y a une petite goupille en bambou. Voilà, qu'on enlève. Juste ici, hop, que je vais poser là. Là, avec ce geste-là, je vais venir désolidariser en fait la lame du manche. Donc je vais les prendre. Voilà. Tac. Donc voilà la lame sans le manche. Donc là maintenant, je vais venir enlever le habaki en argent. Voilà. Celui-là, il est vraiment super bien ajusté. Donc je vous ferai un gros plan aussi où on verra plus en détail le habaki. Donc je le pose ici. Voilà, donc la lame, voilà, sans la partie en bois, sans le manche. Voilà. Donc pareil, je vous ferai un gros plan pour vous montrer un peu mieux. Donc pour l'instant, je vais la poser ici pour ne pas l'abîmer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai un petit kit d'entretien pour les lames anciennes japonaises. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille comme ça spéciale pour essuyer ma lame, parce qu'en fait, elles sont huilées. Au Japon, il faut savoir qu'il y a à peu près 90% d'humidité dans l'air, donc ils sont obligés de huiler les lames, sinon bah, elles peuvent rouiller très rapidement. Donc c'est un peu l'inconvénient. Donc là, ce que je vais faire, parce que j'avais mis un peu d'huile sur la lame, je vais l'essuyer, comme ça je vous montre en même temps comment on entretient une lame japonaise. Donc en général, voilà, une fois qu'on la sort de l'étui du fourreau, donc elle est légèrement grasse, il y a de l'huile dessus. Donc c'est de l'huile spéciale, c'est pas de l'huile n'importe quoi. Voilà, donc là, je fais attention d'essuyer la lame bien comme il faut, sans avoir d'impureté dessus pour pas rayer ma lame. Après, j'ai ceci qui va venir déposer une fine pellicule de poudre sur ma lame pour absorber le reste. Voilà, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. Il vaut mieux faire plusieurs passages. Il ne faut pas tapoter trop fort, sinon on peut abîmer aussi la lame, vraiment dans les cas extrêmes, hein. Voilà, donc là je reprends mon morceau de papier et là je viens essuyer tranquillement ma lame. Donc là en fait ce que je fais, c'est que j'enlève les résidus d'huile vraiment qui peuvent être restés collés sur ma lame. Donc moi je vais le faire 2 fois pour être sûr du résultat. Donc ça en fait on le fait normalement à chaque fois qu'on veut remettre de l'huile sur sa lame. Parce que si on la laisse pendant plusieurs années, l'huile va s'abîmer, ça va devenir collant, ça va abîmer la lame, ça va rester collé dessus. Donc ça, en général, il faut le faire à peu près 1 fois par mois pour entretenir une lame ancienne, on va dire, pour pas que ça fasse n'importe quoi avec l'huile.
et pour que ça garde vraiment le poli d'origine. Voilà. Donc là j'essuie bien. Donc là on peut voir qu'il n'y a plus du tout d'huile sur ma lame, donc c'est parfait. Voilà. Donc là normalement elle devrait briller un petit peu plus parce que l'huile empêche certains reflets avec la lumière. Voilà, donc là elle est préparée. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur un petit support. Donc là c'est de la mousse, hein, tout simplement. Un petit bloc de mousse pour pareiller la lame. Voilà. Donc cette lame est signée des deux côtés. Voilà, donc je vais vous faire un gros plan. Et puis on va comparer ça en direct. Donc je la mets là. Hop. Voilà. Donc voilà la lame que j'avais fait. Et voilà la lame japonaise. Donc on peut bien voir la différence entre les deux polissages sur la lame. On peut voir que c'est vraiment polymiroir là, c'est vraiment impeccable de chez impeccable. Bon, il y a quelques traces de doigts voilà, qu'on rouille un peu. Donc là pour les enlever il faudrait complètement repolir la lame. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu délicat. Voilà, et sur la partie du manche, voilà. Donc là il y a des inscriptions gravées. Voilà, donc là le nom du forgeron et la date. Voilà. Donc cette partie c'est pas grave si elle rouille en fait. Grâce à ça en fait cette partie n'est jamais repolie, donc plus le sabre est ancien, plus cette partie on va dire est abîmée et rouillée, et plus on peut dater avec précision le sabre en fait, ou la lame. Donc voilà, une vraie lame avec le polissage vraiment traditionnel japonais. Donc on peut bien voir le hamon qui est vraiment très très blanc, et le kisaki, voilà, qui est poli autrement. Donc j'ai essayé de reproduire cet effet de polissage différent, voilà, sur ma lame, donc on peut voir que c'est plutôt bien réussi. Alors je vais vous enlever le habaki, ça vous verrez mieux. Voilà. Donc moi j'ai essayé de faire avec, parce que c'est pas les mêmes aciers, là sur celui-là c'est du U10A, et là c'est du Tamagane, et il y a plusieurs milliers de couches repliées en fait ensemble. Donc forcément on n'a pas du tout les mêmes rendus. C'est complètement logique. Voilà. Moi je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti avec cet acier. La ligne de trempe ressort blanche, mais on peut voir que sur le dessus, au-dessus du hamon, c'est pas polymiroir comme sur l'autre. On voit bien la différence. Et la partie du dessus, donc le kisaki, on peut voir que c'est à peu près la même chose que sur l'original, mais il y a quand même une différence. Alors je vais vous mettre les deux l'un à côté de l'autre. Voilà. Voilà, on voit bien la différence de polissage. Il y en a un qui est polymiroir et l'autre c'est polymat plutôt. Voilà. Voilà. Ça n'a rien à voir forcément. Rivaliser avec un polissage traditionnel japonais, c'est très très compliqué. Voilà. Et de l'autre côté, voilà.
Donc après sur le dessus, en fait ça fait un angle comme ça. Et sur la lame japonaise, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des tout petits traits qui commencent par là. Donc qui correspondent au kisaki en fait, légèrement plus vers la poignée. Et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des tout petits traits comme ça. Donc là, c'est polymiroir de ce côté. Et après, là, il y a des tout petits traits qui commencent par là et qui vont jusque par ici, par là. Et après, on a un polissage plutôt mat comparé au début de la lame. Donc, j'essaierai de vous faire un plan un peu plus détaillé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une arme, on va dire, fabriquée pour la guerre. Bon, là, celle-là, elle a été forgée en 1995, donc c'est plus pour la collection, on va dire, ou pour la pratique de certains arts martiaux. Voilà, donc je vais vous faire un gros plan et puis on verra un peu mieux. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un pouce en l'air. Et puis je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres lames que j'ai dans ma collection. Voilà, comme ça, s'il y a des fans de lames japonaises, bah, ces vidéos seront faites un peu pour vous. Voilà. Et bien voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de cette petite présentation assez rapide de lame japonaise. Voilà, donc là je vais la remettre dans son étui en bois, donc le Shirazaya qu'on a juste ici. Voilà, donc je vais te montrer comment on procède. Donc là elle a été tamponnée avec la petite poudre de tout à l'heure. Et là maintenant on va mettre une petite huile dessus pour venir protéger la lame. Donc ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Voilà, il faut juste en mettre quelques gouttes. Voilà, c'est de l'huile comme ça que je prends. Alors ça doit être un mélange d'huile, de clous de girofle et d'autres choses. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont mis dans celui-là. Donc voilà, donc il faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'impureté sur la lame pour pas que ça vienne rayer. Et là, voilà, on en met juste une petite couche comme ceci. Attention de ne pas trop appuyer. Ça sert à rien, il faut juste déposer une petite pellicule
d'huile en fait sur la lame qui va venir faire une petite couche protectrice contre l'oxydation de l'air en fait. Donc faut pas en mettre trop parce qu'après dans l'étui en bois ça va faire n'importe quoi, ça va s'agglutiner, ça va faire des morceaux. En séchant ça va faire des choses qu'on ne veut absolument pas. Donc là voilà, je l'huile mais pas trop, faut pas que ça coule quoi. Vraiment que ça soit juste une petite pellicule en surface. Voilà. Comme ceci. Maintenant je peux remettre le habaki, toujours en tenant cette partie. En fait il faut jamais que les doigts touchent la lame en fait. Que c'est une insulte aux polisseurs et puis en plus on peut faire des traces de doigts qui ne s'enlèveront sans doute jamais. Voilà, donc là le habaki est mis. Donc je le prends par le habaki. Là j'ai la tsuka, la poignée. Je fais un petit mouvement comme ça pour le réengager bien en face du trou qu'il y a dans l'acier du manche. Là je remets tout simplement la petite goupille de bambou. Voilà, j'appuie pas forcément beaucoup, il faut juste que ça bloque la lame. Voilà. Et là, quand on est comme ça, pour le rentrer à l'intérieur, il y a une technique. Voilà, c'est on pose le bord comme ça, et tout doucement, en gardant bien la lame centrée pour pas que ça touche les bords. On peut rentrer la lame. Et là, tac. Et là, ça bouge pas. Voilà. Et comme ça, ma lame peut être conservée un mois environ. Donc après il faut renouveler ça. Moi, en tout cas moi personnellement je le fais tous les mois sur mes lames anciennes. Comme ça je suis sûr que l'huile ne s'abîme pas et que l'huile ne sèche pas et que ça fait pas de dépôt qui colle un peu à la lame. Donc je le fais un peu souvent, ouais, une fois par mois à peu près. Donc ça, si je dis pas de conneries, ce tissu c'est du papier de riz qui est très fin, qui raye pas la lame. Faut pas prendre du sopalin parce que là ça serait un carnage. Vous allez rayer votre lame. Donc il faut vraiment faire attention, c'est des petits kits qui coûtent pas très cher, mais qui sont vraiment vitales, on va dire, pour la vie et la survie de la lame dans le temps. Voilà, et l'huile, comme ça. Moi c'est Toshiro que je prends. Donc c'est un petit kit voilà, qui est vendu, voilà, comme ça, Toshiro. C'est un petit kit où il y a le nécessaire pour entretenir une lame ancienne et puis moderne. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, très important, il ne faut pas oublier, parce que j'ai vu qu'il y avait 80% des gens qui regardaient les vidéos qui n'étaient pas abonnés à la chaîne, donc c'est dommage. C'est complètement gratuit en plus, donc voilà, ça vous coûte rien. Vous avez juste à cliquer sur s'abonner, appuyer sur la cloche des notifications, appuyer sur toutes, et comme ça vous recevrez gratuitement toutes mes prochaines vidéos. Après vous décidez si vous les regardez ou pas, mais au moins comme ça vous êtes sûr de ne pas les rater. Cette vidéo du coup est destinée plus aux collectionneurs de sabres et aux passionnés d'armes japonaises traditionnelles. C'est vrai que là j'ai la chance d'avoir cette magnifique arme. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment une arme de nos jours, on va dire que c'est plutôt un objet de collection et une œuvre d'art vraiment exceptionnelle. Parce que c'est vrai qu'entre le niveau technique du forgeron et le niveau technique du polisseur qu'il y a derrière, c'est juste incroyable quoi. Et là c'est vraiment juste en Shirazaya, donc c'est la forme la plus simple pour le stockage. Après si vraiment on a de la chance, on peut trouver en monture de combat, c'est à dire que il va y avoir la Tsuba, les Seppa, Fuchi Kashira, la Tsuka avec l'Ito tressé avec le Samgawa, donc Galusha, la Podré, et puis la Saya, donc après avec de l'Uruchi. Ou pas, après il y a différents saya. L'Uruchi c'est vraiment la laque traditionnelle japonaise. Donc voilà. Si tu veux d'autres vidéos de ce style avec mes autres lames de collection, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires, à me dire, voilà, moi ça m'intéresse parce que je sais pas, c'est un nouveau format là que je lance. Je sais pas si ça va plaire ou pas du tout. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!